Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le 3e module de ce cours qui porte sur le fonctionnement et la sécurité des systèmes informatiques. Nous aborderons ce dernier thème par la sécurité de l'information proprement dite, que nous traiterons en 4 clips. Ce premier clip couvre quelques principes de base, les menaces qui planent sur les systèmes informatiques et les défenses que l'on peut envisager contre ces menaces. Un deuxième clip survolera plus spécifiquement les menaces et les défenses de la sphère privée. Le troisième clip portera sur l'usage de la cryptographie pour assurer la confidentialité des informations. Un quatrième clip portera enfin sur l'usage de la cryptographie pour assurer l'intégrité des informations. Commençons par les principes de base. Un premier principe de base à ne pas oublier est que la sécurité totale n'existe pas. Dans le monde informatique comme dans le monde physique, elle fait l'objet d'une course aux armements entre les attaquants, pirates informatiques, criminels et agents politiques, et les défenseurs, concepteurs, installateurs, opérateurs et utilisateurs des systèmes informatiques. Mais aucun mécanisme de défense n'est jamais parfait, surtout quand les assaillants développent de nouvelles armes d'attaque capables de déjouer les défenses existantes. Comme l'a un jour suggéré avec ironie un chercheur réputé dans ce domaine, le seul système informatique complètement sûr serait un système éteint, déconnecté de tout réseau, enfermé dans un bloc de béton et coulé au fond de l'océan. Mais un tel système ne serait évidemment pas vraiment utile. Le degré de sécurité d'un système est donc en fin de compte toujours un compromis entre les moyens des attaquants et ceux des défenseurs. Comme dans le monde physique, les attaquants portent toujours leurs efforts vers les points les plus faibles du système ciblé. Il en résulte qu'un système techniquement bien protégé est souvent un système dont le maillon le plus faible se trouve entre l'écran et le clavier, c'est-à-dire un des utilisateurs ou des opérateurs du système lui-même, qui est susceptible de commettre des erreurs ou d'être corrompu par un tiers extérieur. Il est donc essentiel que les futurs utilisateurs et opérateurs de tels systèmes reçoivent une formation adéquate et obtiennent des permis de conduire attestant une bonne connaissance des précautions élémentaires à prendre en la matière. C'est le but de la présente série de vidéoclips. Étant donné les principes qui précèdent, quelles sont les sources, c'est-à-dire les causes des menaces qui planent sur les systèmes informatiques? On distingue principalement 3 catégories. Tout d'abord, les causes environnementales, essentiellement les catastrophes naturelles purement accidentelles, telles que tremblements de terre, inondations, incendies, etc., dont les conséquences mènent toujours à une destruction souvent massive de matériel et d'informations. Viennent ensuite les causes humaines, qui elles-mêmes se divisent entre celles relevant de personnes internes à l'organisation affectée, dont les méfaits peuvent être dus soit à des erreurs, soit à des malveillances telles que sabotage, vengeance, abus de pouvoir, etc. D'autre part, les menaces humaines relevant de personnes externes à l'organisation affectée, dont les méfaits peuvent à leur tour être de 2 natures différentes. Soit des attaques physiques contre des bâtiments ou des matériels informatiques, y compris espionnage, vol ou destruction. Soit alors des attaques relevant de la manipulation sociale, c'est-à-dire de tentatives de gagner et d'abuser de la confiance d'utilisateurs autorisés pour les convaincre de livrer des informations ou de se prêter à des actions délétères, aidant l'agresseur externe à concrétiser une des menaces dont nous parlerons plus tard. Une telle manipulation sociale peut être perpétrée soit via des réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter, soit via des sites web corrompus ou des courriels perfides. Via des sites web corrompus, on peut par exemple relever le adware, c'est-à-dire du logiciel publicitaire corrompu, ou le farming, qui vise à extorquer identificateurs et mots de passe à des utilisateurs légitimes. Via les courriels perfides, on parle par exemple de scareware, menaçant l'utilisateur, de ransomware, exigeant une rançon contre de la protection souvent fausse, du spam ou du phishing, extorquant identificateurs et mots de passe, ou des variantes plus ciblées telles que spear phishing ou whaling. Nous vous conseillons de voir la définition de tous ces termes sur Wikipédia.
Enfin viennent les attaques techniques qui se divisent à leur tour en deux catégories. Primo, les attaques informatiques contre les nombreuses vulnérabilités des logiciels, donc les erreurs de programmation des logiciels, qui permettent à des pirates informatiques de s'infiltrer dans les systèmes. Et secondo, les maliciels, c'est-à-dire des logiciels malveillants tels que virus, chevaux de Troie ou vers, sur lesquels nous reviendrons plus tard, dont un des buts principaux est souvent le spyware, c'est-à-dire l'espionnage interne des actions d'un utilisateur aux fins de lui subtiliser ses mots de passe pour usurper son identité. L'infection des chaînes de production de logiciels ou voire même de matériel dès leur source et à leur insu est un vecteur de maliciel particulièrement redoutable en ce qu'il entraîne la contamination de quiconque se fournit auprès des producteurs de ces logiciels ou matériels. Connaître les sources ou causes possibles des menaces est importante, mais quelles sont alors les menaces spécifiques pouvant affecter les systèmes informatiques? Les attaques visent invariablement un ou plusieurs parmi les 6 objectifs suivants. Tout d'abord, le vol d'informations confidentielles. Ensuite, la manipulation illicite d'informations critiques, telles que par exemple des ordres de paiement. Vient ensuite la destruction d'informations, qui est en somme une forme extrême de manipulation illicite. Vient alors le démenti, qui est au pirate informatique ce qu'est au voleur la paire de gants en caoutchouc qu'il revêt pour éviter de laisser des empreintes digitales sur les lieux de son délit. Le démenti consiste donc, pour le pirate informatique, à commettre un ou plusieurs des délits ci-dessus sans laisser de traces permettant une incrimination du coupable. Vient alors l'usurpation d'identité, une des plus graves menaces actuelles, qui va encore plus loin que le démenti, en ce qu'elle consiste pour un agresseur non pas à effacer les traces de son délit, mais à se faire passer pour un utilisateur légitime, d'une part abusant des pouvoirs de sa victime et d'autre part l'incriminant, puisque l'abus est perpétré en son nom et le désigne donc comme le coupable. Enfin, on parle du contournement de défense, qui consiste à déjouer les défenses précisément destinées à parer aux 5 délits ci-dessus. Toutes les menaces dont question ci-avant sont hélas bien réelles et peuvent avoir des conséquences extrêmement coûteuses. Le risque financier que représentent ces menaces se mesure par le produit de leur coût individuel et de leur probabilité ou de leur fréquence d'occurrence. On trouve ainsi à la gauche du graphique ci-contre des menaces dont le coût individuel est peu important, mais dont la fréquence est telle que leur coût total est substantiel. À la droite du graphique, on trouve par contre des menaces extrêmement rares et peu probables, mais dont le coût individuel peut être considérable. Au centre du graphique, on trouve des menaces dont la fréquence et le coût individuel sont moyens, mais dont le coût total ne peut être toléré. On voit ici quelques chiffres concrets qui justifient pleinement l'importance de la sécurité informatique de nos jours. McAfee estime par exemple le coût annuel de la cybercriminalité à 1000 milliards de dollars US. IBM estimait le nombre de failles de sécurité connues, c'est-à-dire de vulnérabilités dans les logiciels utilisés en 2013, à plus de 80 000, et ce nombre croît de plusieurs milliers par an. Webroot estime le nombre de maliciels identifiés entre 50 et 100 millions. Déjà en 2010, Dazient estimait le nombre de sites web infectés à plus d'un demi-million. Et ce même Dazient estimait le nombre de pages web infectées à cette époque à plus de 5 millions. Tout cela en 2010, ce qui implique évidemment des chiffres bien plus élevés aujourd'hui. Le taux de spam courant est souvent estimé à 50%, soit la moitié, voire même plus, du nombre total de mails échangés tous les jours. Facebook lui-même estime que 1,5 pour 1000 de ses comptes d'utilisateurs, soit quand même 15 millions sur 1 milliard de comptes, sont corrompus, c'est-à-dire ouverts par des criminels sous de fausses identités, aux fins de détrousser des utilisateurs honnêtes mais naïfs. Le nombre de téléphones portables perdus chaque semaine rien qu'à Londres est estimé à 25 000. Et le nombre d'ordinateurs portables oubliés chaque semaine au poste de contrôle de sécurité dans les aéroports américains serait de 12 000,
avec un coût unitaire de plus ou moins 50 000 $ US en perte matérielle et logicielle, mais surtout en perte ou divulgation d'informations. Aussi impressionnants que soient ces chiffres absolus, ils indiquent cependant un équilibre relatif entre risque d'attaque et prix de la défense, puisque entreprises et utilisateurs semblent s'en contenter et ils n'empêchent pas le monde de fonctionner de façon acceptable. Après cet aperçu des sources, de la nature et de l'importance des menaces qui pèsent sur les systèmes informatiques, voyons les principaux mécanismes de défense auxquels on peut faire appel pour se protéger contre ces menaces latentes. Nous avons vu que les menaces, elles, étaient au nombre de 6, le vol d'informations, la manipulation illicite d'informations, la destruction d'informations, l'usurpation d'identité, le démenti et le contournement de défense. Pour combattre ces 6 menaces, on a besoin de mécanismes de défense visant 6 objectifs. Tout d'abord, des mécanismes de confidentialité qui permettent d'empêcher le vol d'informations. Ensuite, des mécanismes d'intégrité qui permettent au moins de détecter, sinon d'empêcher, la manipulation de l'information illicite. Ensuite, des mécanismes de disponibilité, en anglais availability, qui permettent de survivre à des attaques visant à la destruction de matériel ou de logiciels ou d'informations. Ensuite, on a besoin de mécanismes de responsabilité, en anglais accountability, permettant de garantir que toute action au sein d'un système informatique laisse une trace, une signature, l'associant à son auteur, légitime ou non. Viennent enfin des mécanismes d'authentification qui permettent à un système informatique de s'assurer de l'identité d'un utilisateur. Et pour terminer, on mentionnera les mécanismes d'autorisation qui permettent de contrôler qui a quel droit, c'est-à-dire qui est autorisé à créer, lire, manipuler ou détruire quelle information, ou à utiliser quel logiciel ou quelle autre ressource. Remarquez les icônes associées ici à chaque type de défense, on les retrouve tout au long des vidéoclips qui suivent, décrivant les défenses du type correspondant.